Une montagne de gravats en plein cœur de Lagos. Un gratte-ciel en construction s'est effondré lundi sur l'une des avenues les plus chics de la capitale économique du Nigeria. Des dizaines d'ouvriers se trouvaient sur le chantier de 21 étages. Ils ont été ensevelis sous 10 mètres de décombres. Personne ne peut dire ce qui s'est passé. Nous avons juste entendu... Et tout s'est effondré. 3 jours après le drame, le bilan était déjà d'une quarantaine de morts pour seulement 9 rescapés. Un embouteillage monstre a d'abord empêché les secours d'accéder au site pendant près de 2 heures. Au lendemain de la catastrophe, seules 4 pelleteuses étaient mobilisées pour creuser les ruines et elles se sont même arrêtées pendant plusieurs heures. Un manque de moyens et de réactivité qui soulève la colère de certains proches de disparus, tandis que d'autres sont submergés par le désespoir. S'il vous plaît, que quelqu'un le retrouve. S'il vous plaît, aidez-moi pour l'amour de Dieu. Une enquête a été ouverte pour comprendre comment un tel drame a pu se produire. Le gouverneur de l'État de Lagos a d'ores et déjà suspendu le directeur de l'Agence régionale de régulation des bâtiments. C'est un événement qui, clairement, peut être décrit comme une catastrophe nationale. C'est un événement dont on peut dire en effet que des erreurs ont été commises à tous les niveaux. Et c'est un événement qui vraiment ne devrait pas se produire dans une ville moderne comme Lagos. Cette tragédie n'est pourtant, hélas, pas la première du genre au Nigeria, un pays où des millions de personnes vivent dans des immeubles délabrés et où la législation sur la construction est régulièrement bafouée. L'Éthiopie a déclaré mardi l'état d'urgence dans tout le pays. Les habitants d'Addis Abeba ont reçu ordre de se préparer à défendre leur quartier. Cette annonce du gouvernement est survenue 2 jours après que les rebelles de la région du Tigré ont revendiqué la prise de 2 villes stratégiques dans le nord du pays. Cela m'inquiète beaucoup car Dessi et Kombolcha sont proches d'Addis Abeba. Ils ont parcouru beaucoup de kilomètres pour y arriver. Je pense qu'ils vont aussi contrôler Addis Abeba. La prise de ces 2 villes a été démentie par le Premier ministre Abiy Ahmed, mais si elle se confirmait, elle marquerait une nouvelle étape majeure dans un conflit qui a débuté il y a tout juste 1 an. Une cérémonie s'est tenue mercredi à Addis Abeba pour marquer le premier anniversaire du lancement de l'offensive des troupes pro-gouvernementales au Tigré. Une offensive d'abord présentée comme victorieuse par les autorités éthiopiennes, mais ces derniers mois, les combattants du Front de libération du peuple du Tigré et leurs alliés ont repris le contrôle de l'essentiel de la région dissidente et ils ont poursuivi leur avancée dans les régions voisines. La prise de la capitale ne pourrait être selon eux qu'une question de semaines. Cette escalade inquiète la communauté internationale alors que dans un rapport rendu public mercredi, l'ONU dénonce déjà la brutalité extrême des premiers mois du conflit. Nous avons des motifs raisonnables pour croire que durant cette période, toutes les parties impliquées dans le conflit du Tigré ont commis des violations du droit international des droits de l'homme, du droit humanitaire et du droit des réfugiés. Certaines peuvent être assimilées à des crimes de guerre et à des crimes contre l'humanité. L'ONU appelle de nouveau à la cessation immédiate des hostilités qui ont plongé le nord de l'Éthiopie dans une grave crise humanitaire. Il est mort pour avoir dénoncé le putsch au Soudan. Comme lui, au moins 12 manifestants ont été tués et près de 300 autres blessés. Bilan d'une semaine de répression selon une source pro-démocratie, alors que la police, elle, assure n'avoir jamais tiré à balles réelles. Samedi, ils étaient des dizaines de milliers dans les rues de Khartoum pour protester contre le coup d'État du général Bourhan 5 jours plus tôt. Le 25 octobre, le chef de l'armée a dissous toutes les institutions du pays et il a fait arrêter la plupart des dirigeants civils qui partageaient le pouvoir avec lui depuis le renversement du dictateur Omar el-Béchir il y a 2 ans. Le Premier ministre, lui, est en résidence surveillée. Le but, en descendant dans la rue aujourd'hui, c'est de renverser le régime militaire au Soudan, qui dure depuis plus de 53 ans. Nous avons été témoins de beaucoup d'oppressions. Nous espérons qu'aujourd'hui soit le dernier jour du régime militaire au Soudan.
Barricades dans les rues, appel à la grève générale par les syndicats, la désobéissance civile d'un côté et l'intransigeance militaire de l'autre paralysent un pays déjà englué dans un marasme politique et économique depuis des décennies. À l'image de ces banques fermées, le Soudan est aujourd'hui complètement à l'arrêt. Cette terre sud-africaine recèle décidément bien des trésors. Elle était autrefois réputée pour sa richesse en or, et c'est justement en cherchant du gaz naturel pour faire fonctionner une mine d'or voisine que Stefano Marani et son associé ont trouvé bien mieux que ça. On a pris l'échantillon de gaz, on l'a rapporté à Jobourg, et c'est là qu'on a découvert qu'il y avait des concentrations variant entre 2% et 4% d'hélium dans notre gaz. C'est là qu'on a compris qu'on était sur quelque chose de vraiment spécial. Et quelle a été votre réaction en trouvant ça ? Je peux pas dire ça devant la caméra. L'hélium est en effet rarement aussi concentré qu'ici. Grâce à cette découverte, l'Afrique du Sud rejoint donc non seulement le club très fermé des pays producteurs de ce gaz rare, mais les dépasse tous par la richesse de sa source. Sur les 7 pays qui produisent actuellement de l'hélium, les États-Unis sont numéro 1. Les États-Unis produisent à environ 0,35%. Notre moyenne est de 3,4%, donc c'est déjà 10 fois plus élevé que les États-Unis. Et c'est notre moyenne. Nous avons des puits ici à 12%. C'est absolument sans précédent, du jamais vu auparavant. Pour séparer l'hélium du méthane auquel il est mélangé, l'entreprise de Stefano Marani construit une usine de liquéfaction qui devrait être opérationnelle début 2022 et représenter à elle seule 7% de la production mondiale. Un projet coûteux, mais pour lequel les financements n'ont pas été difficiles à trouver, notamment auprès du gouvernement américain. L'hélium est en effet devenu une ressource précieuse avec le développement des nouvelles technologies. Sans lui, plus de puces électroniques, de smartphones ou de scanners médicaux. Et il est aussi utilisé pour la propulsion des fusées. C'est un job fantastique. C'est stimulant d'un point de vue scientifique, d'un point de vue chimique, d'un point de vue physique, d'un point de vue technique. Il y a toutes ces choses cool qui se passent. Et l'environnement dans tout ça, Stefano Marani assure ne pas pratiquer la fracturation hydraulique, procédé très controversé. Son entreprise fore des rochers déjà fissurés, d'où le gaz s'échappe naturellement. Cette source d'hélium sera donc non seulement la plus riche, mais aussi, selon lui, la plus propre de la planète.